Je me tenais à la fenêtre du salon, regardant la cor argentée de Jennifer reculer lentement le long de notre allée. La gadoue de fin février avait transformé notre rue d'Oak Park en une rivière grise de neige fondue et de sel. Elle marqua une pause au bout de l'allée, peut-être pour reconsidérer sa décision, puis tourna à droite et disparut derrière les pins trop grands des Henderson. 10 ans. C'est ce que je pensais en restant là, mon souffle embuant la vitre froide. 10 ans de mariage et je ne ressentais rien. Pas de désespoir accablant, pas de colère brûlante, pas d'envie désespérée de courir après elle. Juste une étrange insensibilité vide, comme quand le dentiste vous guève de Novocaine et que vous ne sentez plus la moitié de votre visage. J'ai secoué la tête et décidé de réparer ce robinet qui fuyait dans la cuisine. Jennifer s'en plaignait depuis des mois, et j'avais continué à repousser la tâche. Ironique que je m'y mette enfin maintenant, alors qu'elle ne serait pas là pour le voir réparé. Pendant que je rassemblais mes outils au sous-sol, mon esprit rejouait la dernière heure comme un disque rayé. Quand j'étais entré dans notre garage à 17h47, je me souvenais de l'heure exacte parce que j'écoutais le bulletin d'infotrafic. La voiture de Jennifer était déjà là. Ça aurait dû être mon premier indice que quelque chose n'allait pas. Sa boîte de marketing, Midwest Marketing Solutions, laissait rarement partir qui que ce soit avant 18h30, surtout pas Jennifer, qui visait le poste de directrice de clientèle senior. Le deuxième indice fut l'odeur, ou plutôt son absence. Pas de dîner en préparation, pas de café qui infusait, juste l'odeur stérile de nos produits de nettoyage au citron. Le troisième indice fut Jennifer elle-même, assise à notre table de cuisine avec un verre de merlot plein devant elle. Elle buvait rarement du vin, peut-être un verre lors de dîner ou d'occasions spéciales. Mais la voilà un jeudi de février, fixant les profondeurs Bordeaux comme si elle détenait les réponses aux mystères de la vie. « Salut », avais-je dit en accrochant mon manteau au porte-manteau près de la porte. « Tu es rentré tôt. » Elle leva alors les yeux vers moi, et je vis dans son regard ce mélange de détermination et d'appréhension qui signifiait que nous allions avoir une de ces conversations. Le genre qui commence par « il faut qu'on parle » et se termine par « tout est différent ». « Assieds-toi, Dan », dit-elle doucement. « S'il te plaît. » J'ai attrapé une Budweiser dans le frigo. Si nous faisions cela, j'avais besoin de quelque chose de familier dans mes mains et je me suis assis en face d'elle. Notre table de cuisine, achetée lors d'une vente aux enchères à Evanston la première année de notre mariage, ressemblait soudain à une table de négociation entre nations hostiles. « Tu l'as senti aussi », commença-t-elle sans préambule. « Cette distance entre nous. Ne prétends pas le contraire. » J'ai voulu nier, dire que tout allait bien, mais les mots sont morts dans ma gorge. Elle avait raison. Depuis 6 mois, peut-être plus, nous faisions semblant. Des étrangers polis partageant un prêt immobilier et se croisant occasionnellement dans le couloir. Chaque mariage a ses passages difficiles, Jen. Ce n'est pas un passage difficile, Daniel. Elle n'utilisait mon nom complet que lorsqu'elle était sérieuse. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais qu'on ne peut pas le réparer en faisant comme si ça n'existait pas. Elle but une gorgée de vin, rassemblant son courage. Je vois un thérapeute. Cela m'a surpris. Depuis combien de temps? 3 mois. J'essaie de comprendre pourquoi je me sens si déconnecté de toi, de nous, de cette vie que nous avons construite. Et je crois que j'ai besoin d'espace. Du temps pour démêler les choses sans la pression quotidienne de maintenir cette façade. Façade. Le mot m'a piqué. C'est ce que tu penses que notre mariage est. N'est-ce pas? Elle se pencha en avant, les yeux suppliant la compréhension. Quand est-ce que nous avons vraiment parlé pour la dernière fois? Pas des factures, du travail ou à qui il incombe d'appeler le plombier, mais vraiment parler. Quand est-ce que nous avons? Elle laissa sa phrase en suspens, mais je savais ce qu'elle voulait dire. Cela faisait 4 mois que nous n'avions pas eu d'intimité, et même à ce moment-là, ça avait semblé obligatoire, mécanique. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu veux divorcer? Non. Elle le dit vite, trop vite. Pas un divorce, une séparation, temporaire. J'ai déjà trouvé un endroit. Une sous-location à Lincoln Park, près de l'appartement de Kate. Juste pour quelques mois, le temps que je mette tout en ordre. Tu as déjà trouvé un endroit. La trahison de cette préparation m'a frappé plus fort que tout le reste. Depuis combien de temps tu prépares ça? 2 semaines. J'avais besoin de savoir que j'avais un endroit où aller avant d'en parler. Ça va. Est-ce que si je te disais que j'y pensais, tu essaierais de m'en dissuader? Elle avait raison.
Je l'aurais fait. C'est insensé, Jen. On ne sauve pas un mariage en le fuyant. Je ne fuis pas. Je prends du recul pour prendre de la perspective. Le thérapeute pense. Le thérapeute? Je me suis levé. La colère brisait enfin l'engourdissement. Un étranger qui ne nous connaît pas, ne connaît pas notre histoire, et il te dit de partir. Elle ne me dit rien de faire. C'est ma décision. Jennifer se leva aussi, égalant mon énergie. J'ai besoin de ça, Dan. J'ai besoin de comprendre pourquoi je me suis éloigné de toi. Pourquoi ton toucher me fait. Elle s'arrêta. Me fait quoi? Rien. Oublie ça. Non, finis la phrase. Mon toucher te fait quoi? Malade, dégoûté, mal à l'aise, dit-elle doucement. Et je ne sais pas pourquoi. Tu es un homme bien, Dan. Tu ne m'as jamais fait de mal, jamais trahi. Mais quelque part en chemin, j'ai cessé de ressentir ce que je suis censé ressentir. Et j'ai besoin de comprendre pourquoi. Le combat quitta alors mon corps. Je me suis rassis, soudain épuisé. Alors, que se passe-t-il maintenant? J'ai fait mes affaires. Elles sont dans ma voiture. Je passerai quand tu seras au travail pour prendre le reste. Nous parlerons une fois par semaine. Pour voir comment les choses progressent. Peut-être dans quelques mois. Peut-être dans quelques mois tu réaliseras que tout cela était une erreur. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se leva, porta son verre de vin à l'évier et le rinça. Toujours pratique, même au milieu d'une dévastation émotionnelle. Je rejoins Kate à 19h. Je devrais y aller. Elle passa devant moi vers la porte, marqua une pause, puis continua de marcher. Pas de baiser d'adieu. Pas de main sur l'épaule. Juste le léger clic de la porte et le bruit de sa voiture démarrant dans le garage. Les premières semaines passèrent dans un flou de routine. Se réveiller, aller travailler à l'usine d'assemblage Ford du sud de la ville, rentrer dans une maison vide, commander des plats à emporter, s'endormir devant Netflix, et recommencer. Jennifer appelait. Le mercredi à 20h. Les conversations étaient forcées. Prudence. Comment vas-tu? Bien. Et toi, ça va? Je fais des progrès avec le docteur Brennan. C'est bien. La maison va bien? Oui. J'ai enfin réparé le robinet. Bien. Es-tu prête à rentrer à la maison? Pas encore. Je suis désolé, Dan. Encore un peu de temps. Mes amis ont essayé de m'aider avec leur méthode maladroite. Tom du travail insistait pour me traîner au pub MC Gentilesse tous les vendredis. Il faut que tu te remettes en selle, disait-il, en me montrant chaque femme de moins de 40 ans qui passait la porte. Je suis toujours marié, Tom. Techniquement, grognait-il dans sa bière. Mike et Sarah Thompson, nos amis en couple du quartier, étaient plus subtils. Ils m'invitaient à dîner chez eux, ne mentionnant jamais l'absence de Jennifer, mais posant toujours 4 assiettes par habitude avant d'en enlever maladroitement une. C'est lors d'un de ces dîners, 6 semaines après le départ de Jennifer, que tout a changé. Encore du rôti de bœuf, a demandé Sarah même si mon assiette était encore pleine. Je suis servi, merci. Mike et Sarah ont échangé un de ces regards de couple marié. Toute une conversation dans un regard. Quoi, ai-je demandé? Rien, a dit Mike trop vite. Allez, vous êtes bizarres tous les deux depuis le début de la soirée. Dites-moi simplement ce qu'il y a, un autre regard entre eux. Puis Mike a soupiré. Il y a des rumeurs. Quel genre de rumeurs à propos de Jennifer? Mon estomac s'est serré. Quoi à son sujet? On dit qu'elle voit quelqu'un. J'ai forcé un rire. C'est ridicule. Elle est en thérapie et travaille sur elle-même. C'est ce qu'elle m'a dit. Dan, la voix de Sarah était douce mais ferme. Ma cousine travaille chez Midwest Marketing. Elle les a vus ensemble. Vus qui ensemble? Jennifer et Bradley Stevens. Le nom ne me disait rien. Qui est Bradley Stevens? C'est un chargé de clientèle dans son entreprise. Il a été transféré du bureau de New York il y a environ 18 mois. 18 mois. La chronologie a commencé à prendre forme. L'intérêt soudain de Jennifer pour les heures supplémentaires. Les nouveaux vêtements qu'elle avait achetés pour d'importantes réunions clients. Sa façon de protéger son téléphone.
Depuis combien de temps? Ma voix semblait lointaine, comme si elle venait de quelqu'un d'autre. Nous ne savons pas avec certitude, a dit Mike avec prudence. Mais les rumeurs ont commencé il y a environ 1 an. 1 an, alors que je dormais seul, pensant que nous étions juste stressés par le travail. Elle était avec quelqu'un d'autre. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Aurais-tu cru ça? A demandé Sarah doucement, sans preuve. Elle avait raison. J'aurais défendu Jennifer, insisté sur le fait que les gens prêtaient mal les choses. Même à présent, une partie de moi voulait le nier. Je dois partir, ai-je dit en me levant brusquement. Dan, ne fais rien de stupide, a averti Mike. Je rentre juste à la maison. Mais je ne suis pas rentré à la maison. J'ai conduit sans but dans les rues sombres de Chicago, finissant par arriver à North Avenue Beach. Je me suis assis dans ma voiture, regardant les vagues noires du lac Michigan s'écraser contre le rivage gelé, et j'ai essayé de digérer ce que j'avais appris. La femme que j'avais épousée, la femme avec qui j'avais bâti ma vie, m'avait menti pendant 1 an. La séparation ne concernait pas le fait de se retrouver. Il s'agissait de tester une nouvelle relation tout en me gardant comme plan de secours. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler nos messages. Tous ces messages pour le travail tardif, toutes ces conférences de week-end qui, je le réalisais maintenant, n'avaient probablement jamais existé. Comment avais-je pu être si aveugle? Le lendemain matin, j'ai appelé pour me déclarer malade au travail, une première en 3 ans, et j'ai conduit jusqu'au bureau des Chicago Investigative Service à Schaumbourg. La réceptionniste, une femme qui semblait avoir trop vu le côté sombre de l'humanité, n'a même pas cligné des yeux quand j'ai dit que j'avais besoin de quelqu'un pour enquêter sur ma femme. James Crawford était un ancien détective de la police de Chicago qui ressemblait exactement à ce qu'on attend d'un tel profil. Costume froissé, tache de café sur sa cravate, des yeux qui ne laissaient rien échapper. Infidélité, a-t-il demandé, allant droit au but. Je pense que oui. Vous pensez ou vous savez? J'ai entendu des rumeurs. J'ai besoin de preuves. Il a hoché la tête, a sorti un contrat standard. 1500 de frais de dossier, 250 de leur plus les dépenses. J'aurai besoin de tout. Son adresse professionnelle, le nom de ce type, des photos récentes, son emploi du temps habituel, tout. J'ai fourni ce que j'ai pu. La routine de Jennifer, le nom de Bradley Stevens, l'adresse des bureaux de Midwest Marketing Solutions dans le LOP. Combien de temps cela prendra-t-il? Cela dépend de ce qu'il y a à trouver. S'ils sont actifs, 1 semaine peut-être. S'ils sont prudents, cela pourrait être plus long. Cela a pris 4 jours. Crawford m'a appelé au travail. Pouvez-vous me rejoindre à mon bureau à 17 heures? J'ai passé le reste de ma journée à installer des panneaux de porte sur des Explorés, mes mains travaillant en pilote automatique pendant que mon esprit s'emballait. Une partie de moi espérait qu'il n'avait rien trouvé, que tout était un malentendu. Cet espoir est mort lorsque j'ai vu le dossier sur son bureau. Je suis désolé, a-t-il dit, et il semblait sincère. Il n'y a pas de façon facile de vous montrer cela. Les photos étaient claires, professionnelles, dévastatrices. Jennifer entrant dans un immeuble de grande hauteur dans le Gold Coast. Jennifer et un homme grand et bien habillé, Bradley Stevens, j'ai supposé, dînant au Gibson Steakhouse. Jennifer l'embrassant dans l'entrée de ce que le rapport identifiait comme son appartement. Mais c'est la chronologie qui m'a vraiment anéanti. Les relevés de cartes de crédit que Crawford avait réussi à obtenir montraient des dépenses au restaurant remontant à 13 mois. 13 mois de mensonges. Il y a plus, a dit Crawford doucement. Il m'a montré des reçus d'hôtel de prétendues conférences. Des images de vidéosurveillance de son immeuble de bureau les montrant partir ensemble au moins 2 fois par semaine. Des relevés téléphoniques avec des centaines de messages échangés entre eux. La séparation, ai-je dit, d'une voix creuse. C'était pour pouvoir être avec lui. D'après mon expérience, c'est probablement pour tâter le terrain. Si ça marche avec lui, elle demande le divorce. Sinon, elle revient vers vous avec une histoire sur le fait de se retrouver. J'ai regardé les photos à nouveau. Sur l'une prise il y a seulement 3 jours, elle riait de quelque chose que Stevens avait dit, sa main posée sur son bras. Elle avait l'air heureuse, plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années. Que voulez-vous faire de cela? A demandé Crawford. Quelles sont mes options? Légalement, l'Illinois est un État où le divorce est sans faute, donc l'adultère n'a pas beaucoup d'importance pour la procédure de divorce.
Mais cela pourrait compter pour la division des biens, surtout si des fonds matrimoniaux ont été utilisés pour l'affaire. J'ai pensé à notre compte d'épargne lentement épuisé au cours de la dernière année. Tous ces nouveaux vêtements et ces dépenses professionnelles. Faites des copies de tout, ai-je dit. J'en aurai besoin pour mon avocat. Je n'ai pas confronté Jennifer immédiatement. Au lit. J'ai passé les 2 semaines suivantes à me préparer méthodiquement. D'abord, j'ai ouvert mon propre compte bancaire dans une autre banque, y transférant le virement direct de mon salaire. Ensuite, j'ai rencontré Marcus Williams, un avocat spécialisé dans les divorces, recommandé par un collègue qui avait traversé une séparation brutale. La maison est à vos 2 noms, a demandé Marcus, en examinant les documents que j'avais apportés. Oui, mais nous avons une plus-value significative. Je l'ai achetée il y a 8 ans avant que le marché ne s'emballe. Environ 30 000 € d'économies jointes, mais j'ai remarqué qu'elle a fait des retraits, réduisant le solde à 22 000 maintenant. Vous devez vous protéger. Légalement, la moitié de tout vous appartient. Mais si elle vide les comptes avant que les papiers ne soient déposés, que me recommandez-vous? Documentez tout. Chaque retrait, chaque dépense par carte de crédit qui semble suspecte. Nous déposerons une requête en gel des avoirs dès que nous aurons signifié les papiers. À propos, voulez-vous déposer? Pas encore. Je dois d'abord régler quelque chose. Ce quelque chose était Bradley Stevens. Je n'avais rien planifié de violent. Ce n'était pas mon genre. Malgré mes fantasmes de l'affronter dans un face-à-face dramatique, j'ai plutôt adopté une approche plus civilisée. Midwest Marketing Solutions avait une politique stricte concernant les relations sur le lieu de travail, surtout entre employés où l'un pourrait avoir une influence sur la carrière de l'autre. Bradley Stevens était un responsable de clientèle senior. Jennifer était en lice pour une promotion sur laquelle il aurait son mot à dire. J'ai rédigé une plainte formelle au service des ressources humaines, envoyée par courrier recommandé et par email. J'y ai inclus des dates, des heures et des preuves sélectionnées du rapport de Crawford. La relation était antérieure à la séparation de Jennifer, constituant une violation de la politique de l'entreprise et créant potentiellement un environnement de travail hostile pour d'autres employés. J'ai également envoyé une copie à leurs plus gros clients, mentionnant mon inquiétude quant au jugement professionnel d'une entreprise qui tolérait un tel comportement parmi son personnel de direction. 3 semaines plus tard, j'ai appris par la rumeur que Bradley Stevens avait été licencié. Une restructuration, selon la version officielle, mais tout le monde connaissait la vraie raison. Jennifer a appelé un jeudi au lieu de son mercredi habituel. Sa voix était froide. Que as-tu fait? Il va falloir être plus précise. Brad a perdu son travail. Quelqu'un a envoyé une plainte au RH concernant notre relation. Ah. J'ai gardé une voix neutre. Et je sais que c'était toi. Prouve-le, Dan. C'est grave. Tu lui as coûté sa carrière. Il s'est coûté sa carrière en violant la politique de l'entreprise. D'ailleurs, ne devrais-tu pas te soucier davantage de ton propre mariage que de son emploi? Silence à l'autre bout du fil. Depuis combien de temps sais-tu, a-t-elle finalement demandé. Environ 2 mois. En quoi est-ce important? 13 mois. Jen, tu m'as menti pendant 13 mois. Ce n'était pas. Ça n'a pas commencé comme une liaison. Nous étions juste des collègues, puis des amis. Épargne-moi ça. J'ai vu les reçus d'hôtel de tes conférences. Très professionnel. Nouveau silence. Je veux rentrer à la maison, dit-elle soudain. Non. Dan, s'il te plaît. Brad était une erreur. Je le vois maintenant. Ce que nous avions. Et tu l'as jeté pourquoi? Un gars avec un meilleur costume et un bureau de coin. Ce n'était pas comme ça. Je me fiche de comment c'était. Je ferai préparer les papiers du divorce. Nous pouvons faire cela à l'amiable ou non. Ton choix. Dan, s'il te plaît. J'ai raccroché. Malgré tout cela, Mike et Sarah Thompson sont restés mes soutiens indéfectibles. Ils n'ont jamais jugé, jamais dit, je te l'avais bien dit. Ils sont juste apparus avec de la nourriture et de la compagnie quand j'en avais le plus besoin. C'est lors d'un de nos dîners réguliers que Mike a lâché sa bombe. J'ai quelque chose à te dire, a-t-il dit pendant que Sarah mettait leur fille Emma au lit. Son visage était tiré, plus mince que dans mes souvenirs. Tu vas bien? Tu as l'air mal en point. C'est ça le problème. Je ne vais pas bien.
Il a pris une profonde inspiration. J'ai un cancer pancréatique. Le mot m'a frappé comme un coup physique. Mike, laisse-moi finir. Stade 3. Les médecins sont optimistes, parlent d'options de traitement, mais nous connaissons tous les deux les statistiques. Je savais que le cancer du pancréas était un tueur. Un taux de survie à 5 ans de moins de 10%. Quand l'as-tu découvert? Il y a 2 mois. Nous ne voulions rien dire pendant que tu gérais Jennifer. Tu avais déjà assez à gérer. Jésus. Mike, je suis tellement désolé. Il y a plus. Il sourit faiblement. Sarah est enceinte de plusieurs mois. C'est merveilleux. Vraiment? Je pourrais ne pas être là pour voir le premier anniv. Serre de l'enfant. Ne parle pas comme ça. Je dois parler comme ça. Je dois être réaliste. Il se pencha en avant. Dan, je dois te demander quelque chose d'énorme. Si quelque chose m'arrive, prendras-tu soin d'eux? Sarah et les enfants. Bien sûr, mais je veux dire, vraiment prendre soin d'eux. Être là pour les anniversaires, les pièces de théâtre à l'école, leur apprendre à conduire. Être l'oncle, la figure masculine dont ils auront besoin. Mike, tu vas vaincre ça. Peut-être. Probablement pas. Mais j'ai besoin de savoir qu'ils auront quelqu'un. Tu es le seul à qui je fais confiance pour ça. Je me suis penché et lui ai serré l'épaule. Je le promets. Tout ce dont ils auront besoin. Bien. Il sourit, l'air soulagé. Bien. Maintenant, mangeons avant que Sarah ne revienne et se demande pourquoi nous avons tous les deux l'air d'avoir pleuré. Mike s'est battu plus fort que quiconque j'ai jamais vu. Chimiothérapie, radiothérapie, traitements expérimentaux, il a tout essayé. Mais le cancer ne se soucie pas de l'intensité de votre combat. Je suis devenu un habitué de leur maison. Quand Mike était trop malade à cause de la chimio pour aider, j'ai monté les meubles de la chambre d'enfant. Quand Sarah avait besoin de quelqu'un pour la conduire à ses rendez-vous prénataux, j'ai pris des congés. Quand Mike voulait parler à 3 heures du matin parce qu'il ne pouvait pas dormir, j'ai répondu au téléphone. Tu sais ce qui est le pire? A-t-il dit lors d'un de ses appels nocturnes. Ce n'est pas la douleur ou la peur. C'est de savoir que je les quitte. Tu n'es pas encore parti. Non, mais je le serai. Et Sarah, elle est si forte, mais elle ne devrait pas avoir à l'être. Elle devrait avoir un partenaire, quelqu'un pour partager le fardeau. Elle aura de l'aide. Sa sœur, ses parents. Ce n'est pas la même chose, tu sais. Ce n'est pas la même chose. Je le savais. Dan, je peux te dire quelque chose de fou? Bien sûr. Parfois, je pense que tout cela arrive pour une raison. Toi et Jennifer qui vous séparez, moi qui tombe malade, Sarah qui a un autre bébé, comme si l'univers arrangeait les choses. C'est la morphine qui parle. Peut-être, ou peut-être pas. Garde juste l'esprit ouvert. D'accord. À propos de l'avenir, Mike. Je ne dis rien. Juste que la vie est étrange. Les choses se passent d'une manière inattendue. 2 semaines avant la date prévue de l'accouchement de Sarah, Mike a pris une mauvaise tournure. Son cancer s'était propagé à son foie et à ses poumons. Les médecins l'ont transféré en soins palliatifs au Northwestern Memorial. Je dois y arriver, m'a-t-il dit. Je dois voir ce bébé. Il y est arrivé. Quand Sarah a commencé à accoucher, elle était à la maternité tandis que Mike se trouvait 3 étages plus haut, en soins palliatifs. Je l'ai remplacé dans la salle d'accouchement, tenant la main de Sarah pendant qu'elle mettait au monde leur fils. C'est un garçon, a annoncé le médecin. Michael Jr., Sarah a haleté à travers des larmes de joie et de chagrin. J'ai porté le bébé dans la chambre de Mike, plaçant le petit paquet dans ses bras fragiles. Salut, petit bonhomme, a chuchoté Mike. Je suis ton papa. Je ne serai pas là aussi longtemps que je le voudrais. Mais je veux que tu saches quelque chose. Tu es aimé. Tu es tellement aimé. Il a levé les yeux vers moi. Prends soin d'eux. Je le ferai. Mike est décédé 6 jours plus tard, ayant tenu juste assez longtemps pour rencontrer son fils. Les funérailles ont eu lieu par une journée de mars brutale, du genre où le vent de Chicago transperce chaque couche de vêtements jusqu'aux os. J'ai porté le cercueil aux côtés des frères de Mike, portant mon meilleur ami vers sa dernière demeure. Sarah se tenait au bord de la tombe,
tenant le bébé Michael, tandis qu'Emma, 4 ans, s'accrochait à sa jambe, ne comprenant pas vraiment pourquoi tout le monde était si triste. Les prêtres ont parlé de résurrection et de vie éternelle, mais tout ce à quoi je pouvais penser était le vide que Mike laisserait dans leur vie. Après le service, Sarah m'a trouvé près de ma voiture. « Il t'a laissé quelque chose ?» dit-elle en me tendant une enveloppe avec mon nom écrit de la main tremblante de Mike. « Il m'a fait promettre de te la donner aujourd'hui. » Je me suis assis dans ma voiture et j'ai lu « Dan, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. D'abord, merci pour tout. D'avoir été là ces derniers mois, d'avoir été dans cette salle d'accouchement, d'avoir promis de t'occuper de ma famille. Tu es le frère que je n'ai jamais eu. Maintenant vient le plus difficile. Sarah va avoir besoin de toi plus qu'elle ne le réalise. Pas seulement pour les choses pratiques. Réparer les robinets qui fuient et tondre la pelouse, même si Dieu sait qu'il y en aura beaucoup. Elle aura besoin de quelqu'un qui nous connaissait en tant que couple, qui pourra raconter aux enfants des histoires sur leur père, qui pourra être une constante dans leur vie quand tout le reste aura changé. Je ne te demande pas de me remplacer. Personne ne pourrait le faire. Mais sois là. Sois l'oncle Dan, celui qui se présente au match de foot, aide aux devoirs et intimide leurs futurs petits amis ou petites amies, mais pas trop. Voici le truc, cependant, et c'est important. Sarah est incroyable. Tu le sais. Elle est intelligente, drôle, gentille et une mère merveilleuse. Elle va aussi être seule. Pas tout de suite, mais finalement. Et quand cela arrivera, je veux que tu saches quelque chose. Tu as ma bénédiction. Je sais que ça semble étrange. Un homme mourant qui donne la permission à son meilleur ami de sortir avec sa femme. Mais j'y ai beaucoup réfléchi. Sarah mérite d'être heureuse. Tu mérites d'être heureux. Et si un jour vous trouvez ce bonheur ensemble, alors c'est beau, pas une trahison. Ne forcez rien. Ne vous précipitez pas, mais ne vous fermez pas non plus à cette possibilité. Prends soin de ma famille, Dan. Aime-les comme ils méritent d'être aimés. Et sache que, où que je sois, je suis reconnaissant. Ton ami pour toujours, Mike. Je suis resté assis dans cette voiture pendant 20 minutes, pleurant comme je n'avais pas pleuré depuis mon enfance. Le divorce avec Jennifer a été prononcé en mai. Elle a eu la maison. Ses parents avaient aidé pour la compte, donc ça semblait juste. J'ai trouvé un appartement de 2 chambres à Wicker Park, assez proche pour aider Sarah, mais assez loin pour avoir ma propre vie. Chaque samedi est devenu le jour de Sarah. J'arrivais à 9 h avec café et beignets, puis je m'attaquais à tout ce qui devait être fait. Réparer la porte de garage, nettoyer les gouttières, apprendre à Emma à faire du vélo sans petit trou. Sarah préparait le déjeuner et nous mangions ensemble, parlant de tout et de rien. Tu n'es pas obligé de faire ça toutes les semaines, a dit Sarah un samedi de juillet alors que j'installais un ventilateur de plafond dans la chambre du bébé. J'ai promis à Mike. Tu as promis d'aider, pas de devenir notre homme à tout faire bénévole. J'aime être ici, ai-je admis. C'est mieux que de rester dans mon appartement à me lamenter sur mon sort. Comment ça va, toi, avec tout ça? Mieux. Le divorce est finalisé. Jennifer a déménagé en Californie avec Bradley. Oh, est-ce que je t'ai dit? Ils sont fiancés maintenant. Sérieusement, c'était rapide. Apparemment, le grand amour n'attend personne, ai-je dit d'un ton sec. Et toi? Comment tiens-tu le coup? Certains jours sont meilleurs que d'autres. Les nuits sont les plus difficiles. C'est là que Mike me manque le plus. Oui. Nous avons travaillé dans un silence confortable pendant un moment. Puis Sarah a dit, Emma a posé des questions sur toi hier. Oh, elle voulait savoir si oncle Dan allait être son nouveau papa. J'ai failli laisser tomber le tournevis. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que oncle Dan est oncle Dan. Et que c'est spécial à sa manière. Bonne réponse. Elle t'aime. Tu sais, tu es la seule figure masculine constante dans sa vie maintenant. Je l'aime aussi. Les deux. Sarah a souri doucement. Je sais que tu les aimes. L'été a cédé la place à l'automne, l'automne à l'hiver. Le froid brutal de Chicago s'est abattu sur la ville comme une lourde couverture. J'ai passé Thanksgiving avec Sarah et les enfants, cuisinant une dinde pour la première fois de ma vie avec l'aide téléphonique considérable de ma mère. Noël a été plus difficile. Mike avait toujours fait les choses en grand pour Noël, et son absence était palpable.
Mais nous y sommes arrivés, créant de nouvelles traditions tout en honorant les anciennes. Au printemps, 1 an s'était écoulé depuis la mort de Mike. Le tranchant du chagrin s'était émoussé en une douleur persistante. Sarah riait davantage. Emma avait cessé de demander quand papa rentrait à la maison. Le bébé Michael, qui marchait maintenant, m'appelait Dan et tendait les bras vers moi chaque fois que j'arrivais. C'était un samedi de mai que les choses ont changé. Je poussais Emma sur la balançoire au parc pendant que Sarah était assise sur un banc avec Michael. Plus haut, oncle Dan. Plus haut. Plus haut encore et tu seras lancé dans l'espace. Oui, l'espace. J'ai surpris Sarah en train de nous regarder avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Quoi, ai-je demandé en m'approchant pendant qu'Emma continuait à se balancer. Rien. C'est juste, c'est agréable. Oui, ça l'est. Dan, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Penses-tu parfois à l'avenir? À ce qui va se passer ensuite? Parfois. Pourquoi? Je consulte une conseillère en deuil. Elle m'a demandé de réfléchir à ce à quoi je voulais que ma vie ressemble dans 5 ans. Et j'ai réalisé que je n'arrive pas à l'imaginer. Pendant si longtemps, mon avenir incluait Mike. Maintenant, c'est juste le vide. C'est normal. Vraiment? Ça fait plus d'1 année. À un moment donné, je dois recommencer à vivre. Pas seulement à survivre. Tu vis. Tu élèves 2 enfants extraordinaires. Tu as repris le travail à temps partiel. Ce n'est pas ce que je veux dire. Elle s'est tournée pour me faire face complètement. Je veux dire, vraiment vivre, avoir des conversations d'adultes qui ne parlent pas de couches ou de deuil, rire devant des films stupides, peut-être même sortir avec quelqu'un à nouveau. Le mot resta suspendu dans l'air entre nous. La thérapeute dit que c'est normal de se sentir coupable de vouloir aller de l'avant, a-t-elle poursuivi. Mais Mike ne voudrait pas que je sois seul pour toujours. Non, j'ai acquiescé. Il ne voudrait pas. Elle me regarda longuement. Dan, je dois te dire quelque chose et j'ai besoin que tu écoutes, c'est tout. D'accord. J'ai hoché la tête. Ces derniers mois, tu as tout été. Pas seulement en aidant avec les enfants ou la maison, mais en étant là. Vraiment là. Tu me fais rire. Tu me donnes l'impression d'être plus qu'une simple veuve et une mère. Tu me donnes l'impression d'être moi-même à nouveau. Je suis en train de tomber amoureuse de toi, a-t-elle dit rapidement, comme on arrache un pansement. Je sais que c'est compliqué, et peut-être mal, et assurément trop tôt, mais je ne peux pas m'en empêcher. Et je crois, j'espère, que tu ressens la même chose. J'ai pensé à la lettre de Mike, à sa bénédiction, à cette année passée de samedi, de dîners partagés, d'appels téléphoniques tardifs quand Michael ne dormait pas. Ce n'est pas mal, ai-je dit finalement. Et ce n'est pas trop tôt si ça semble juste. Est-ce que ça te semble juste? J'ai tendu la main et pris la sienne. Oui, ça l'est. Mike serait d'accord avec ça, a-t-elle dit. Pas une question, mais une affirmation. Il me l'a dit dans sa lettre. Ses yeux s'écarquillèrent. Il a écrit à ce sujet. Il a dit, tu mérites d'être heureuse. Que je mérite d'être heureux. Que si nous trouvions ce bonheur ensemble, ce serait beau, pas une trahison. Elle a serré ma main. Un homme intelligent, le plus intelligent. Emma a couru vers nous, brisant le moment. Oncle Dan, on peut avoir de la glace. J'ai regardé Sarah, qui a souri. Oui, ma puce. Allons prendre de la glace. Tandis que nous marchions vers le glacier, Emma tenant une de mes mains et Sarah poussant la poussette de Michael à nos côtés, j'ai réfléchi aux étranges détours que prend la vie. Comment mon pire jour, le départ de Jennifer, avait mené à ce moment. Comment la perte et le deuil pouvaient se transformer en quelque chose d'inattendu mais de beau. Nous avons pris les choses lentement, très lentement. Pour le bien des enfants, nous nous sommes dit, mais en réalité pour nous. Nous avions tous deux été blessés, tous deux perdus des êtres chers de différentes manières. Aucun de nous ne voulait se précipiter dans quelque chose qui risquait de s'effondrer. Notre premier rendez-vous officiel eut lieu en juillet, 3 mois après cette conversation dans le parc. La sœur de Sarah a gardé les enfants et je l'ai emmenée chez Gibson S, le même restaurant où Jennifer et Bradley étaient allés. Bien que je ne l'ai pas dit à Sarah. Je le reprenais, transformant un lieu de trahison en un lieu de nouveau départ. C'est bizarre, a dit Sarah pendant les amuse-gueules. La nourriture?
Non, la nourriture est incroyable. C'est de sortir sans les enfants, habillés, pour un vrai rendez-vous. Bizarre en bien ou bizarre en mal? En bien. Assurément en bien. C'est juste que je n'ai pas fait ça depuis 7 ans. Même avant que Mike ne tombe malade. On ne sortait pas beaucoup après la naissance d'Emma. On peut partir si tu veux. Non. Elle a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Je veux être ici avec toi. Le serveur s'est approché et elle n'a pas retiré sa main. Ce petit geste, choisir d'être public sur ce que nous devenions, signifiait tout. Comment fait-on ça? A-t-elle demandé pendant le dessert, avec les enfants. Je veux dire, Emma t'aime déjà, mais en tant qu'oncle Dan, comment fait-on la transition? Lentement, prudemment, nous suivons leur rythme. Et s'ils ne l'acceptent pas? Alors nous y ferons face quand cela arrivera. Mais Sarah, Emma m'a déjà demandé si j'allais être son nouveau papa. Peut-être que les enfants comprennent ces choses mieux que nous le pensons. Elle a souri. Mike disait toujours que tu étais plus intelligent que tu n'en avais l'air. Merci, je suppose. Nous avons ri et cela a fait du bien, c'était naturel, juste. Le trajet de retour fut calme, confortable. Quand je l'ai raccompagnée à sa porte, elle s'est levée sur la pointe des pieds et m'a embrassé. C'était doux, hésitant, une question plus qu'une affirmation. C'est bon? A-t-elle murmuré. Plus que bon. En septembre, nous avions établi un rythme. Je venais toujours les samedis, mais maintenant je restais pour le dîner. Parfois, je restais après que les enfants soient couchés et nous regardions des films ou discutions simplement. Les dimanches sont devenus des journées en fa. 1000, des excursions aux eaux de Lincoln Park, au musée des sciences et de l'industrie, à Navy Pier. Emma s'est adaptée rapidement, comme le font les enfants. Elle a commencé à nous appeler Dan et maman comme une unité. Dan et maman nous emmènent au parc. Dan et maman peuvent me lire une histoire? Michael, maintenant presque 2 ans, semblait juste heureux d'avoir un autre adulte qui jouerait sans fin au camion avec lui. Le premier vrai test est arrivé lors de la journée familiale de l'école d'Emma en octobre. Sarah était nerveuse. Et si les autres parents nous jugeaient? Ils connaissaient tous Mike. Alors ils savaient que Mike voudrait que tu sois heureuse. Nous sommes entrés ensemble, moi portant Michael, Sarah tenant la main d'Emma. Il y eut des regards, quelques murmures, mais aussi des sourires et des hochements de tête approbateurs. Madame Patterson, la maîtresse d'Emma qui avait connu Mike, m'a pris à part. Il serait content, a-t-elle dit simplement. Que ce soit toi. Ce soir-là, alors que je partais, Emma m'a attrapé la jambe. Oncle Dan, pourquoi tu rentres toujours chez toi? Pourquoi tu ne vis pas ici? Sarah et moi avons échangé des regards au-dessus de sa tête. Parce que j'ai mon propre appartement, ma chérie. Mais les familles vivent ensemble. Est-ce que nous sommes une famille? Nous sommes une famille d'un genre spécial, a dit Sarah avec précaution. Le genre où Dan rentre chez lui le soir. Pour l'instant, oui. Emma a semblé y réfléchir. D'accord. Mais peut-être qu'un jour tu ne rentreras pas chez toi. Peut-être un jour. J'ai acquiescé. Après qu'elle soit allée se coucher, Sarah et moi nous sommes assis sur la véranda arrière malgré le froid. Elle est prête, a dit Sarah. Peut-être plus prête que nous. Sommes-nous prêts? Je ne sais pas. Le sommes-nous? J'ai pensé à mon appartement vide, au tiroir de mes affaires qui s'étaient d'une manière ou d'une autre accumulées chez Sarah, à la façon dont, chez moi, avait cessé de signifier mon propre endroit pour signifier là où ils étaient. Je t'aime, ai-je dit. C'était la première fois que l'un de nous deux le disait. Je t'aime aussi, a-t-elle répondu sans hésitation. Je ne pensais pas pouvoir ressentir ça à nouveau. Mike serait ravi, a-t-elle conclu. Il t'aimait. Il te faisait confiance. Et il nous connaissait assez bien tous les deux pour voir ce que nous avons apparemment mis une éternité à comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue. Un jour à la fois, et quand ça semble juste, tu arrêtes de rentrer chez toi le soir. 2 semaines avant Thanksgiving. Jennifer a appelé. C'était la première fois que j'avais de ses nouvelles depuis que le divorce avait été prononcé 6 mois plus tôt. Dan, c'est moi. Je sais. Qu'est-ce que tu veux, Jennifer? J'ai entendu dire que tu sortais avec la veuve de Mike. La rumeur des banlieues de Chicago ne cessait de m'étonner. Et tu ne trouves pas ça un peu opportuniste?
Ton meilleur ami meurt et tu te jettes sur sa femme. Fais très attention à ce que tu vas dire ensuite. Je dis juste que ça a l'air suspect. Mike a eu un cancer pendant plus d'1 an. Il m'a demandé de prendre soin de sa famille. J'ai tenu cette promesse. Ce qui s'est passé après ça ne te regarde pas. Je m'inquiète pour toi, Dan. Ce n'est pas sain. Tu t'inquiètes? J'ai ri amèrement. Tu as eu une liaison pendant 13 mois. Tu m'as menti en face tous les jours. Tu as utilisé notre séparation comme un essai avec un autre homme et maintenant tu t'inquiètes de mes relations saines. Ce n'est pas. Comment va Bradley, au fait? J'ai entendu dire que les fiançailles n'avaient pas marché. Silence. C'est pour ça que tu appelles, n'est-ce pas? Les choses n'ont pas marché avec ton amant et maintenant tu essaies de voir si je suis disponible. J'ai fait une erreur. Tu as fait 1 millier d'erreurs, Jennifer. Mais la plus grande a été de penser que je t'attendrais quand ta nouvelle vie s'écroulerait. Alors, tu es avec elle maintenant? La femme de Mike. Elle s'appelle Sarah. Et oui, nous sommes ensemble. Nous construisons quelque chose de vrai, quelque chose d'honnête. 2 concepts avec lesquels tu n'es peut-être pas familière. Dan, ne m'appelle plus, Jennifer. C'est fini entre nous. C'est fini entre nous depuis le jour où tu l'as choisi, lui, plutôt que nous. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Sarah. Salut, a-t-elle répondu, et j'entendais le sourire dans sa voix. Comment s'est passé le travail? Jennifer a appelé. Oh, qu'est-ce qu'elle voulait? Semer la discorde. Elle a entendu parler de nous et je lui ai dit que ça ne la regardait pas. Et aussi qu'elle ne devait plus appeler. Tu vas bien? Oui, en fait, je vais bien. J'ai eu l'impression de fermer une porte. Tu sais, la dernière pièce du passé qui trouve sa place. Tant mieux, parce que j'ai une nouvelle. Quel genre de nouvelle? Le genre où Emma a informé toute sa classe de maternelle que son oncle Dan est maintenant l'ami spécial de sa maman qui l'a fait. Rire. J'ai souri. Ami spécial, hein? Apparemment, tu es très spécial. Tu répares des vélos et tu fais des crêpes. Je suis assez talentueux. Oui, tu le es. Alors, ami spécial, tu viens dîner? Emma a expressément demandé ta présence. Quelque chose à propos d'un puzzle à résoudre. Je serai là dans 1 heure. Dan, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Thanksgiving arriva avec une tempête de neige précoce qui recouvrit Chicago d'un manteau blanc. Les parents de Sarah, Linda et Robert, arrivaient de Floride, et j'étais nerveux. Ils aimaient Mike, dis-je en rajustant ma cravate pour la 3e fois. Ils m'aiment aussi et veulent que je sois heureux, répondit Sarah en ajustant mon col. Arrête de t'inquiéter. Et s'ils pensent que c'est trop tôt? Alors nous expliquerons que la vie ne suit pas de calendrier prescrit. Linda et Robert arrivèrent cet après-midi-là. Robert me serra la main fermement, me scrutant du regard protecteur d'un père. Linda me serra dans ses bras, me murmurant « Mike parlait beaucoup de toi ». Le dîner eut lieu à la table de la salle à manger de Sarah. Emma avait fait des marque-places, écrivant soigneusement chaque nom au crayon. Elle avait mis le mien à côté de celui de Sarah, avec un cœur dessiné entre eux. Alors, Dan, dit Robert pendant que je découpais la dinde. Sarah nous dit que tu travailles à l'usine Ford. Oui, monsieur. J'y suis depuis 12 ans maintenant. Un travail honnête. Mike respectait ça chez toi. Mike était un bon ami. Le meilleur, d'après ce que nous entendons. Il t'a fait confiance avec sa famille. Le poids de cette déclaration flottait dans l'air. Je ne prends pas cette confiance à la légère. Je vois ça. Il sourit alors, la tension se brisant. Emma, raconte à papy le vélo qu'oncle Dan t'a réparé. Le reste du dîner fut plus facile, rempli de rires et d'histoires. Après le dessert, pendant que Sarah et sa mère faisaient la vaisselle, Robert me prit à part. Mike m'a appelé, dit-il doucement vers la fin. Il m'a parlé de toi, de ses espoirs pour Sarah et les enfants. Il a dit que si quelqu'un pouvait les aider à guérir, ce serait toi, monsieur. Je ne dis pas que le timing ne nous inquiète pas, mais nous voyons comment Sarah te regarde. Comment les enfants s'illuminent quand tu es là. C'est ce qui compte. Merci. Prends soin d'eux, Dan. C'est tout ce que nous demandons. Je le ferai. Plus tard cette nuit-là,
Après que ses parents soient partis à leur hôtel et que les enfants soient endormis, Sarah et moi nous sommes assis sur le canapé, regardant la neige tomber. Ça s'est bien passé, dit-elle, blottie contre mon flanc. Ton père est intimidant. Il t'a apprécié. Je pouvais le dire. Comment? Il ne t'a pas interrogé sur tes perspectives financières ou tes intentions. Peut-être qu'il aurait dû. Sarah s'est redressée en me regardant. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, quelles sont mes intentions? Où allons-nous à partir d'ici? Où veux-tu aller? J'y ai pensé. En avant, ensemble. Je veux me réveiller ici tous les matins. Pas seulement parfois. Je veux faire officiellement partie de cette famille, pas juste la visiter. Tu demandes à emménager. Je demande ce que tu penses du fait que j'emménage. Elle m'a embrassé doucement. Je pense qu'Emma serait ravie. Elle demande déjà pourquoi tu dois partir. Et toi? Je déteste quand tu pars. La maison semble vide sans toi. Alors peut-être est-il temps que tu arrêtes de partir. J'ai emménagé la première semaine de décembre. Ce ne fut pas une grande affaire. Je n'avais pas beaucoup de meubles à garder, et la plupart de mes affaires avaient déjà migré vers la maison de Sarah au fil des mois. Emma s'est auto-proclamée superviseuse de mon déménagement. Cette boîte va dans la chambre de maman, a-t-elle ordonné, en désignant une boîte de mes vêtements, parce que c'est là que tu dormiras, n'est-ce pas? Oui, a confirmé Sarah, en me souriant par-dessus la tête d'Emma. Et tes livres vont dans le bureau, mais certains peuvent aller dans ma chambre s'ils sont bons pour l'heure du coucher. Lesquels sont bons pour l'heure du coucher, ai-je demandé. Ceux avec des images, évidemment. Michael trottinait, portant l'une de mes chaussures. Apparemment convaincu que c'était un jouet. Le soir, j'étais officiellement installé. Nous avons célébré avec des pizzas et un film. Emma était calée entre Sarah et moi sur le canapé. Michael dormait dans mes bras. C'est notre famille maintenant, a demandé Emma pendant un moment calme du film. Oui, ma chérie, a dit Sarah. C'est notre famille. Bien. J'aime notre famille. Moi aussi, ma puce, ai-je dit, en l'embrassant sur le sommet de la tête. Moi aussi. Cette nuit-là, alors que Sarah et moi étions couchés dans notre lit, dans notre chambre. Elle traçait des motifs sur ma poitrine. Des regrets, a-t-elle demandé. Concernant l'emménagement? Aucun. Concernant tout. Cela? Comment nous en sommes arrivés là? J'ai pensé au chemin parcouru. La douleur de la trahison de Jennifer, le chagrin d'avoir perdu Mike, la joie inattendue de tomber amoureux de Sarah. Aucun regret. Tout a mené à cela. Mike serait heureux, dit-elle doucement. Oui, il le serait. Il me manque. À moi aussi. Mais je suis heureuse, Dan. Pour la première fois depuis qu'il est tombé malade. Je suis vraiment heureuse. Bien. Tu mérites d'être heureux. Nous méritons d'être heureux. Notre premier Noël en famille fut à la fois magique et chaotique. Emma avait écrit une lettre très précise au Père Noël, demandant entre autres que l'oncle Dan reste pour toujours. Est-ce que le Père Noël peut faire ça? Me demanda-t-elle sérieusement alors que nous postions sa lettre. Je crois que c'est déjà réglé, ma chérie. Bien. Alors il pourra se concentrer sur le vélo et les Legos. J'ai joué au Père Noël la veille de Noël, assemblant des jouets jusqu'à 3 heures du matin pendant que Sarah emballait les cadeaux. Nous étions épuisés mais excités comme des enfants nous-mêmes. Le matin de Noël fut un tourbillon de papier cadeau et de cris de joie. Emma a eu son vélo et ses Legos. Michael a reçu plus de jouets qu'un enfant de 2 ans n'en aurait jamais besoin. Sarah m'a surpris avec une montre, la montre de Mike qu'elle avait fait réparer et graver, pour marquer le temps avec notre famille. Amour, SM. Je l'ai surprise avec un week-end en amoureux dans le Michigan, juste nous deux, ses parents ayant accepté de garder les enfants. Mais la plus grande surprise est arrivée après le dîner, quand je me suis agenouillé devant le sapin de Noël. « Qu'est-ce que tu fais » s'exclama Sarah, coupée par le souffle. Emma répondit à ma place. « Il demande en mariage comme dans les films. » J'ai ri. Elle avait raison. Sarah Thompson, vous et vos enfants m'avez offert une seconde chance d'être heureux que je n'aurais jamais cru avoir. Vous m'avez intégré à votre famille, et je veux officialiser cela. Veux-tu m'épouser? Sarah porta ses mains à sa bouche, des larmes coulant sur son visage. Oui.
Oui, bien sûr. Oui. Emma a applaudi et nous a tous deux serrés dans ses bras. Michael, sans comprendre mais emporté par l'excitation, a trottiné et s'est joint à l'étreinte collective. Plus tard, après que les enfants aient été couchés et que nous ayons rangé le chaos de Noël, Sarah s'est arrêtée et a regardé sa bague. Un simple solitaire, rien de tape à accent grave-l'œil. C'est parfait, dit-elle. Es-tu sûr que nous n'allons pas trop vite, Dan? Nous nous connaissons depuis 8 ans. Tu fais partie de nos vies chaque jour depuis 18 mois. Si quelque chose, c'est que nous avançons exactement au bon rythme. Que penses-tu que Mike dirait? Je pense qu'il dirait, il était temps, bon sang. Nous avons ri et j'ai su qu'elle avait raison. Nous nous sommes mariés un après-midi de mai parfait, exactement 2 ans après la mort de Mike. Certains auraient pu trouver le moment morbide, mais pour nous, c'était comme boucler la boucle. Du chagrin à la joie, de la perte à l'amour. La cérémonie était intime, tenue dans le jardin de la maison de Sarah, notre maison désormais. Emma était la demoiselle d'honneur aux fleurs, prenant son rôle très au sérieux, créant un chemin de pétales parfait. Michael était le porteur d'alliance, bien que la sœur de Sarah ait dû le porter dans l'allée lorsqu'il fut distrait par un papillon. Tom du travail était mon témoin. La sœur de Sarah, Kate, était sa demoiselle d'honneur. Si quelqu'un m'avait dit il y a 3 ans que je serais ici aujourd'hui, ai-je dit dans mes vœux, j'aurais cru qu'il était fou, mais la vie a sa manière de nous briser pour ensuite nous reconstruire plus fort. Sarah, toi et tes enfants n'avez pas seulement guéri mon cœur brisé. Vous m'en avez donné un tout nouveau. Vous m'avez appris que l'amour ne consiste pas seulement à trouver la bonne personne, mais à devenir la bonne personne. Je promets d'honorer non seulement l'amour que nous partageons, mais aussi l'amour qui nous a précédés. L'homme qui nous a réunis même s'il a dû partir. Je promets d'être le mari que tu mérites. Le père dont Emma et Michael ont besoin. Et le partenaire qui sera à tes côtés quoi qu'il arrive. Sarah pleurait avant même que j'aie fini. Dan, commença-t-elle ses vœux. Tu es apparu quand nous avions le plus besoin de toi. Mais tu as fait plus que simplement apparaître. Tu es resté. Tu es resté à travers les nuits difficiles et les jours encore plus durs. Tu es resté quand le chagrin nous rendait difficile à aimer. Tu es resté quand rester était compliqué, désordonné et incertain. Tu n'as pas essayé de remplacer ce que nous avions perdu. Tu nous as aidés à construire quelque chose de nouveau tout en honorant ce qui existait. Tu m'as appris que les cœurs peuvent s'agrandir, qu'aimer à nouveau ne diminue pas ce qui a précédé. Je promets de t'aimer non pas malgré notre histoire compliquée, mais à cause d'elle. Je promets de te choisir chaque jour pour construire notre famille avec intention et joie, et de ne jamais prendre pour acquis le cadeau inattendu de cette seconde chance de bonheur. Il n'y avait pas un œil sec dans le jardin. Par le pouvoir qui m'est conféré par l'État de l'Illinois, dit l'officiant, je vous déclare maintenant mari et femme. Notre baiser fut interrompu par Emma qui tira sur ma veste. Est-ce que ça veut dire que tu es mon papa maintenant? Je l'ai soulevé. Comment veux-tu m'appeler? Elle y réfléchit. Papa. Dan. Parce que tu es mon papa, mais tu es toujours Dan. Papa. Dan. C'est ça. À la réception? Vraiment? Juste un barbecue avec nos amis et notre famille les plus proches. Robert a levé son verre. Aux secondes chances, dit-il, au courage d'aimer à nouveau. À Dan et Sarah qui ont prouvé que parfois les meilleures choses viennent des circonstances les plus difficiles. Et à Mike qui a tant aimé ces gens qu'il a veillé à ce qu'ils aillent bien, même s'ils ne pouvaient pas être là pour le voir. À Mike, on reprit tous en écho. Plus tard, alors que Sarah et moi dansions sur notre chanson du premier bal, At Last, d'Etta James, elle a murmuré, « Merci. » Merci pourquoi? D'avoir tenu ta promesse envers lui. D'avoir tenu ta promesse envers nous. D'avoir été assez courageux pour tomber amoureux d'une veuve avec 2 enfants et tout notre bagage. Merci de m'avoir permis. On le fait vraiment, n'est-ce pas? Tout ça, le mariage, les enfants, la vie de banlieue. Nous n'avons vraiment pas de doute? Jamais. Toi jamais. Emma a couru et a serré nos jambes, et je l'ai soulevée. Nous trois, nous nous balancions ensemble. Michael a trottiné et Sarah l'a soulevé, et nous voilà, une famille formée par la perte, renforcée par l'amour, dansant vers notre futur. La première année de notre mariage a consisté à trouver notre rythme en tant que famille officielle. Emma a commencé à m'appeler « papa » plus souvent que « papa Dan »,
bien que les deux me convenaient. Michael, maintenant âgé de 3 ans, n'avait aucun souvenir de Mike et me connaissait simplement comme « papa ». Nous avons décidé de vendre mon appartement et avons utilisé l'argent pour rénover la maison de Sarah. Notre maison, nous y avons ajouté un bureau pour moi et agrandi la cuisine. Chaque changement que nous avons fait était intentionnel, honorant le passé tout en bâtissant l'avenir. Jennifer recontacta une fois de plus 1 an après notre dernière conversation. Cette fois, c'était un email. Dan, je sais que tu m'as demandé de ne pas te contacter, mais je voulais que tu saches que je suis désolé, non seulement pour ce que j'ai fait, mais aussi pour avoir essayé d'interférer dans ta nouvelle vie. J'ai entendu dire que tu t'étais marié. J'espère que tu es heureux. Vraiment, Jennifer. Je l'ai montré à Sarah. Tu veux répondre, demanda-t-elle. Non, ce chapitre est clos. Bien, dit-elle en supprimant l'email. Nous avons assez de choses sur lesquelles nous concentrer. Elle avait raison. Emma avait commencé le CP et avait du mal à lire. Michael était dans sa phase des terribles 3 ans. Sarah envisageait de reprendre un travail à temps plein maintenant que les 2 enfants étaient à l'école ou à la garderie. Qu'en penses-tu, demanda-t-elle un soir alors que nous réexaminions le budget familial. Je pense que tu devrais faire ce qui te rend heureuse. Mais financièrement, on s'en sortira. On s'en sort toujours. Elle m'embrassa. Comment ai-je pu avoir autant de chance? Je me pose la même question chaque jour. C'était un mardi d'octobre lorsque Sarah m'appela au travail. Ce qu'elle faisait rarement, à moins qu'il ne s'agisse d'une urgence. Tout va bien, répondis-je, attrapant déjà mes clés. Tout va bien. Mieux que bien, en fait. Peux-tu rentrer à la maison plus tôt? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Rentre juste à la maison et peut-être arrête-toi prendre du champagne en chemin. Je la trouvai dans la cuisine, tenant quelque chose derrière son dos, souriant comme si elle détenait le plus grand secret du monde. Qu'est-ce qui se passe? Elle tendit un test de grossesse. Positif. Tu es sérieuse? 3 tests, tous positifs. Nous allons avoir un bébé. Je la soulevai dans mes bras. Nous rions et pleurions tous les deux en même temps. Je pensais que nous faisions attention, dis-je. Apparemment pas assez. Es-tu heureux? Tu plaisantes? C'est incroyable. Comment tu te sens? Effrayée, excitée, un peu nauséeuse, mais cela pourrait être des nausées matinales. Quand le dirons-nous aux enfants? Attendons après le 1er trimestre, juste pour être prudent. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, nous restâmes au lit à planifier. Nous devrons reconvertir le bureau en chambre de bébé, dit Sarah. Je peux travailler depuis le sous-sol. Emma sera ravie. Elle réclame une petite sœur. Et si c'est un garçon? Alors elle apprendra à s'adapter. Je posai ma main sur son ventre encore plat. Notre bébé. Notre bébé, confirma-t-elle. Mike a toujours voulu 3 enfants. Il disait que 2 n'étaient pas suffisants pour une vraie équipe de basket. Eh bien, nous exauçons son souhait d'une certaine manière. D'une certaine manière, acquiesça-t-elle, puis devint sérieuse. Dan, je dois te demander quelque chose. N'importe quoi. Si quelque chose m'arrive. Sarah, ne dis rien. Non, écoute. La mort de Mike m'a appris que nous devions avoir ces conversations. S'il m'arrive quelque chose, tu élèveras les 3 enfants, n'est-ce pas? Même Michael, même s'il est mon fils, l'interrompis-je. La biologie n'a pas d'importance. Je suis le seul père qu'il ait jamais connu. Bien sûr, je les élèverai tous. Bien. Je mettrai à jour mon testament demain pour m'assurer que tout est légal. Rien ne va t'arriver. Probablement pas. Mais Mike pensait qu'il avait plus de temps, lui aussi. Nous nous serrâmes plus fort cette nuit-là, conscients à quel point le bonheur pouvait être précieux et fragile. Nous avons annoncé la nouvelle du bébé à Emma et Michael le jour de Thanksgiving, en présence de Linda et Robert. Tu vas être à nouveau une grande sœur, Emma, dit Sarah. Et Michael, tu vas être un grand frère. Emma poussa un cri de joie. C'est une fille? S'il te plaît, dis que c'est une fille. Nous ne savons pas encore. Je lui apprendrai tout. Ou à lui, je suppose, mais j'espère que ce sera une fille. Michael semblait juste confus par toute cette excitation, mais heureux d'être inclus.
Robert me tira à part après le dîner. Tu as construit quelque chose de magnifique ici, Dan. Merci. Je le pense vraiment. Quand Mike est mort, je craignais que Sarah ne s'en remette jamais, mais regarde-la maintenant. Regarde cette famille. C'est toi qui as fait ça. Nous l'avons fait ensemble. Peut-être, mais tu as été le catalyseur. Mike savait ce qu'il faisait quand il t'a choisi. Le bébé était attendu en mai, presque exactement 3 ans après la mort de Mike et 1 an après notre mariage. La symétrie ne nous avait pas échappé. C'est comme si tout bouclait la boucle, dit Sarah un soir alors que nous préparions la chambre de bébé. Sauf que cette fois, c'est un début, pas une fin. Le meilleur des débuts. L'hiver céda la place au printemps et Sarah s'arrondissait de semaine en semaine. Emma parlait constamment au bébé, lui racontant des histoires sur notre famille, sur oncle Mike, qui était d'abord papa Mike, sur comment papa Dan réparait les vélos et faisait des crêpes. Tu penses que c'est déroutant pour elle, demanda Sarah à propos de cette histoire de deux papas. Je pense que les enfants comprennent l'amour mieux que nous ne le pensons. Elle sait que Mike l'aimait et elle sait que je l'aime. C'est ça qui compte. Sarah a accouché un magnifique matin de mai. Le genre de matin où Chicago se débarrasse enfin de l'hiver et retrouve sa douceur. Linda a pris les enfants pendant que je conduisais Sarah à Northwestern Memorial. Le même hôpital où Mike était mort, où Michael était né, où tant de notre histoire s'était déroulée. Ça va, demandai-je alors que nous nous enregistrions. Je pense juste à la dernière fois que j'étais ici pour un accouchement. Comme tout était différent. Différent mais bien. Différent mais bien, acquiesça-t-elle. Le travail fut long mais sans complications. Je tenais la main de Sarah, lui guidai sa respiration, lui ai dit qu'elle était incroyable environ 1000 fois. C'est une fille, annonça le médecin à 15h47. Sarah éclata en sanglots. Une fille. Emma sera si heureuse. Comment devrions-nous l'appeler, demandai-je en tenant notre fille pour la première fois. Hope, dit Sarah sans hésitation. Hope. Michelle Morrison. Michelle en hommage à Mike. Si tu es d'accord. C'est parfait. Quand Emma et Michael vinrent rencontrer leur sœur, Emma était folle de joie. Elle est si minuscule. Je peux la tenir? Nous avons soigneusement placé Emma dans la chaise, puis avons mis Hope dans ses bras. Salut, petite sœur, chuchota Emma. Je suis Emma. Je vais tout apprendre. Comme comment papa Dan fait les meilleures crêpes et maman raconte les meilleures histoires et Michael partage ses jouets parfois. Parfois, protesta Michael, nous faisant tous rire. Ce soir-là, après le départ des visiteurs et le retour des enfants chez Linda et Robert, Sarah et moi nous sommes assis avec notre nouvelle fille, émerveillés par ses minuscules doigts et orteils. Nous l'avons fait, dit Sarah. Nous avons vraiment bâti toute cette vie à partir de morceaux assez brisés. Les plus belles mosaïques sont faites de morceaux brisés.